Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de redéballage de boîte. Aujourd'hui, les cartes neutres et les faiblesses de la boîte La Civilisation oubliée. Alors, plus exactement, la carte neutre, il n'y en a qu'une seule. Il s'agit du sac à dos. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, qui a le trait objet. Réaction: après l'entrée en jeu du sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes objets ou ravitaillement non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et attachez-les face cachée au sac à dos. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans votre main. S'il n'y a aucune carte attachée au sac à dos, défaussez-le. Alors petite remarque, là je viens de lire le texte, je me rends compte que j'avais oublié que ça marchait sur objet. Moi j'ai l'habitude de me mettre en tête. Pardon, j'avais oublié que ça marchait sur ravitaillement. Moi, quand j'y pense, je pense toujours aux objets uniquement. Donc, hop, je mets à jour ma recherche sur ArkhamDB. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme cartes qui sont éligibles ? 45 automatique, armure des Ardennes, bandoulière, barre. Donc, grosso modo, toutes les armes sont des objets. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les grenades. L'insigne de police, le kérosène, l'âme enchantée, donc encore des armes, les menottes, le miroir secret, du pack devant le trône noir, mais aussi munitions personnalisées, qui donc a le trait ravitaillement, munitions supplémentaires, pareil, trait ravitaillement, et viseur télescopique. Ça c'est pour les cartes gardiens. En chercheur, on va voir appareil photo, atlas, boussole, dent d'Estlie, disque dit, Samna, encyclopédie, étrange solution, glyphe archaïque, loupe, lexique occulte, etc., etc. Bon, je vais pas parcourir toute la liste, par contre je vais essayer de voir ce qu'il y a comme ravitaillement. Donc les munitions, les autres munitions, contrebande de niveau 2, planque de niveau 2, planque de niveau 3 et la carte produit de contrebande qu'il y a dans le deck de Finn Edwards. Alors, le sac à dos, ça tutor. Vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 3 qui sont objets ou ravitaillement. Ces cartes-là, vous les sortez de votre deck. Donc votre deck est plus fin, vous avez plus de chances quand vous piochez de piocher votre carte. Je vois par exemple une carte qui a le trait perspicacité mais pas objet ou ravitaillement. C'est sous le sac à dos, vous pouvez les jouer comme si elles étaient dans votre main, mais elles ne sont pas dans votre main, ça protège des effets de défausse. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est si utile que ça ? Ça coûte 2 ressources. Il faut une action pour poser le sac à dos. Donc logiquement ça va être utile dans des decks avec beaucoup d'objets. J'ai dit toutes les armes sont des objets, alors un deck de gardiens combattants, vous avez probablement, enfin moi c'est comme ça que je les joue, 2 machettes, 2 pistolets assez basiques et une 5e arme qui est destinée à être remplacée à long terme par la grosse arme à feu, par le fusil éclair, par le bar M1918, ce genre de choses. Mais à ce stade-là, vous n'avez que 5 cartes. Alors éventuellement, vous jouez aussi munitions supplémentaires, munitions personnalisées. Bon, ok, vous êtes à 9 cartes. Là, ça commence à... Enfin, là, c'est intéressant, je pense. Oui, le sac à dos, c'est aussi un objet. Vous pouvez éventuellement avoir un sac à dos dans un sac à dos. C'est bizarre, mais vous pouvez. Donc, est-ce que le sac à dos est bien ? Ça dépend du contenu de votre deck. Moi, concrètement, je ne l'utilise jamais. Chaque fois, alors encore une fois, j'avais oublié que ça marchait pour le ravitaillement, je viens de le remarquer. Mais même moi, en général, ça m'intéresse pas particulièrement d'avoir un stock d'objets. Je vais vouloir avoir les objets dans la main. La question en fait, c'est est-ce qu'ils sont indispensables ? Si je joue un combattant, la plupart du temps un gardien, sur les 30 cartes, il y a 5 armes. J'ai le droit à un mulligan. Ensuite, dans mon deck, je vais montrer la carte après, j'ai se préparer au pire pour aller chercher une arme. Pendant le premier tour, éventuellement, je peux piocher des cartes. Si j'arrive à mettre un flic en patrouille, je peux temporiser un petit peu. Pire des cas,
première phase de mid, je pioche un ennemi qui a 1-2 points de vie, et combat, on va dire, à main nue, sans armes. Donc, il faudrait vraiment avoir un deck qui a plein d'objets, qui compte sur les objets. Ouais, je sais pas trop qu'en dire. Pour le moment, j'ai jamais rencontré de deck où ça me semblait très intéressant. Oui, donc je disais la carte se préparer au pire, un événement qui coûte 1, qui est de niveau 0. Tactique, on peut le mettre sur s'en tenir au plan. Cherchez un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Voilà, dans un deck de gardien, j'ai 5 armes, j'ai un exemplaire de se préparer au pire. J'ai pas besoin de jouer le sac à dos, que je paye pour 2, pour regarder si dans les 6 premières cartes j'ai pas une arme, pour mettre sous le sac à dos, puis ensuite la jouer. Un autre truc, le sac à dos, il occupe un emplacement de corps. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. On pourrait se dire que le sac à dos, on le met par-dessus ce qui occupe l'emplacement de corps. Par exemple, si vous mettez un manteau de cuir, vous mettez votre sac à dos par-dessus, pas à la place. Qu'est-ce qui occupe un emplacement de corps? Il y a l'armure des Ardennes, chez les gardiens, bandoulière, chez les gardiens, la bandoulière niveau 2, le manteau de cuir, le gilet pare-balles, l'imperméable, le sac à dos et la tenue élégante. Donc au passage, tout ça, ce sont des objets. Donc ça peut entrer dans le sac à dos. Qui veut dire que, mettons, vous jouez votre sac à dos, vous regardez les 6 cartes. Sur ces 6 cartes, il y a bandoulière et Colt 32. Quand vous jouez la bandoulière, vous devez défausser le sac à dos. Vous jouez le Colt 32, ok. Ensuite, vous jouez la bandoulière, vous défaussez le sac à dos. De toute façon, maintenant, il est vide, vous l'auriez défaussé quand même. Donc, il y a un peu de concurrence. Chez les gardiens, la bandoulière, c'est quand même un grand classique. Chez les survivants, le manteau de cuir, faut voir. Ça va être très utilisé par William Yorick. Mais c'est vrai que dans les autres classes, il n'y a pas de concurrence. Enfin si, ensuite il y a les cartes neutres, il y a le gilet pare-balles pour bien encaisser. Mais imperméable et tenue élégante, c'est quand même circonstanciel. L'imperméable, ça donne 2 de vie et un bonus de plus en agité pour les tentatives d'évasion. Il y a plein de decks qui jouent pas l'évasion. La tenue élégante, 1 de vie, 1 de santé mentale. Ça diminue de 2 la difficulté des tests de discussion. Bon, je n'ai pas grand chose à dire sur le sac à dos. Vous faites votre deck. Sur ArkhamDB, vous regardez, vous triez les cartes par nombre d'exemplaires dans le deck. Vous regardez lesquels ont le trait objet. Et puis, le trait objet ou ravitaillement. Moi, je dirais à la louche, à partir de 9, ouais, c'est ça. À partir d'un petit tiers du deck qui est concerné par le sac à dos, vous pouvez en mettre. Et ensuite, ça dépend. Il est possible que ça dépend de l'importance. Il y a certains decks. J'ai déjà vu des commentaires. Quelqu'un qui dit dans ce deck-là, j'ai 2 exemplaires de la hache à incendie, mais c'est un bonus. Normalement, je me débrouille très bien sans jouer la hache d'incendie. Voilà, si vous débrouillez sans, vous n'avez pas besoin de la tutorer. Éventuellement, si dans votre deck il y a des cartes exceptionnelles qui donc sont présentes qu'en un exemplaire, là oui, ça vous intéresse d'aller les chercher. Voilà. On passe maintenant aux faiblesses. En fait, les faiblesses, on va dire il y en a 2. Enfin non, il n'y en a pas 2, il y a deux groupes, parce qu'en fait, on a un système de faiblesses qui évoluent les unes dans les autres. Alors, premier groupe, Sombre Pacte, c'est un événement qui coûte 2. Donc, on précise mode campagne uniquement. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu. Si vous le jouez, vous infligez 2 dégâts à un investigateur. Je vais y arriver. Si vous le jouez, vous infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu. Du coup, vaut mieux pas le jouer. C'est une faiblesse, il y a un truc. Forcez quand la partie se termine ou quand vous êtes éliminé. Si Sombre Pacte est encore dans votre main, retirez Sombre Pacte de votre deck. Cherchez le prix de l'échec dans la collection et ajoutez-le à votre deck. Donc, soit pendant la partie vous payez 2, vous utilisez une action pour jouer cette carte, ce qui va infliger 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu, votre investigateur ou un autre, soit, vous allez retirer le Sombre Pacte de votre deck et vous le remplacez par le prix de l'échec. Le prix de l'échec, qu'est-ce que c'est? Donc c'est notre faiblesse. Révélation, subissez 2 dégâts et 2 horreurs, placez une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet
peut faire avancer l'intrigue en cours, retirez le prix de l'échec de votre deck, cherchez Sombre Pacte dans la collection et placez-le dans votre pile de défausse. Donc, imaginons, premier scénario, vous piochez Sombre Pacte. Soit vous le jouez, vous infligez 2 dégâts d'investigateur dans votre lieu. 2 dégâts qui ne sont pas directs. L'investigateur choisit comment il les répartit et voilà, vous n'y pensez plus. Enfin, la carte est dans votre défausse, c'est bon. Par contre, si vous décidez de ne pas jouer cette carte-là, peut-être parce que les investigateurs sont limite en point de vie, et ben, à la fin de la partie, vous retirez Sombre Pacte et maintenant vous incluez le prix de l'échec. Et le prix de l'échec, là par contre, quand vous le piochez, vous n'avez pas de choix, c'est vous subissez. Alors déjà, c'est vous. Vous pouvez pas... si vous êtes l'investigateur qui fait de l'enquête, qui a seulement 5 points de vie au début du scénario, vous pouvez pas dire « j'inflige les dégâts à celui qui est résistant ». Non, non, c'est vous. Vous prenez 2 dégâts et 2 horreurs. Vous placez une fatalité sur l'intrigue et l'intrigue peut avancer. Ça fait quand même beaucoup de choses négatives, c'est violent. Puis vous retirez cette carte-là de votre deck et vous remettez le Sombre Pacte dans la défausse. On va partir du principe que vous n'allez pas piocher votre faiblesse qui est dans votre défausse à ce tour-ci, mais ça veut dire scénario 1, Sombre Pacte, est-ce que vous acceptez de blesser quelqu'un ou pas? Si vous acceptez pas au scénario 2, vous serez blessé. Enfin, vous aurez des dégâts, des horreurs, vous placerez une fatalité, peut-être que ça fera avancer l'intrigue. Et au scénario 3, vous aurez le Sombre Pacte, etc., etc. Sur l'ensemble de la campagne, si vous le piochez souvent, ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Tiens, j'y pense d'un coup, je pense à la première vidéo que je fais, dans laquelle je parle des faiblesses. Enfin bref, moi j'aime bien la façon dont sont conçues ces faiblesses, mais quand on voit la conséquence du prix de l'échec, moi je me dis tout de suite, Sombre Pacte, à moins que ça tue un investigateur, j'inflige les dégâts. Bon, très long commentaire, vous irez regarder, je vais pas tout lire. Le deuxième lot, dans les deux cas d'ailleurs, vous regarderez les illustrations, ça fait une petite suite, une petite histoire. Alors, condamné, c'est une malédiction, mode campagne uniquement. Révélation, subissez une horreur. Dans votre carnet de campagne, sous la mention soutien d'histoire faiblesse obtenue de votre investigateur, indiquez que le destin approche. Si cela est déjà indiqué, retirez condamné de votre deck, cherchez destin inéluctable dans la collection et placez-le dans votre deck. Donc, scénario numéro 1, vous le piochez, vous subissez une horreur, vous mettez dans votre carnet de campagne que le destin approche. Pareil, partons du principe que vous ne le repiochez plus pendant le scénario 1. Scénario 2, vous le repiochez. Ah, vous avez déjà le destin approche de marquer dans votre carnet de campagne, et vous remplacez. Ah tiens, il y a une erreur là. Vous placez le destin inéluctable sous votre deck, pas dans votre deck. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien le piocher. Fin de partie, imaginons, imaginons le cas le plus extrême, pour que ça soit bien clair. Vous n'avez plus qu'une carte dans votre deck. Vous la piochez pendant la phase d'entretien, c'est condamné. C'est la deuxième fois, vous le remplacez par le prix de l'échec, par destin inéluctable, vous le mettez sous votre deck, mais comme il n'y a aucune carte dans votre deck, vous en faites votre deck, et prochaine phase d'entretien, c'est ce que vous piocherez. Donc le destin inéluctable. Malédiction, révélation, subissez 2 horreurs. Avant c'était une, maintenant c'est 2. Dans votre carnet de campagne, sous la mention blablabla, indiquez que l'heure est sombre. Si cela est déjà indiqué, retirez destin inéluctable de votre deck, cherchez le Glassson dans la collection et placez-la sous votre deck. Donc, scénario 1, je vérifie comment ça s'appelle déjà. Scénario 1, le destin approche. Scénario 2, vous mettez destin inéluctable sous votre deck, partons du principe que vous ne le piochez pas pendant le scénario 2. Scénario 3, l'heure est sombre. Scénario 4, vous remettez que l'heure est sombre, et vous cherchez le Glassson, vous le mettez sous votre deck. Alors, les deux révélations, les deux applications, on va dire ça. Les deux résolutions, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les deux résolutions de la première faiblesse, ça fait à chaque fois une horreur. Là, c'est à chaque fois 2 horreurs. Si vous savez que vous avez ça dans votre deck, faut vous dire que vous devez garder un peu de marge en horreur. Et ensuite, vous avez le Glassson.
Révélation, vous êtes tué. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut être scénario 1, une horreur. Scénario 2, une horreur. Scénario 3, 2 horreurs. Scénario 4, 2 horreurs. Scénario 5, vous êtes mort. Si vous avez plus de chance, eh ben, c'est seulement... Si vous avez plus de chance, vous allez piocher... Enfin, la deuxième fois que vous piocherez votre première faiblesse, ça sera pendant le scénario 3. Deuxième fois que vous piocherez votre deuxième faiblesse, ça sera pendant le scénario 6. Et là, vous passez le scénario 7, puis le scénario 8 à vous dire « faut pas que je pioche ma faiblesse, faut pas que je pioche ma faiblesse, etc. » Et là, vous êtes content si vous avez des cartes pour tutorer plutôt que piocher. Et aussi, c'est là qu'intervient le parchemin. Hop, le parchemin des secrets, chercheur de niveau 3. Pourquoi ? Eh ben, parce qu'il vous permet de regarder les 3 quarts du dessus du deck, d'en défausser une si on le veut, puis d'en ajouter une. Ah tiens, dans une vidéo précédente, j'avais mis sur le dessus du deck. Non, c'est dans la main. Et le reste en dessous. Ou au-dessus. J'avais fait une petite erreur, je crois, dans une vidéo précédente. Dans n'importe quel ordre. Donc, si vous savez que vous avez condamné dans votre deck, vous savez que si vous le piochez, vous êtes mort, eh ben, je pense que ça incite à régulièrement regarder sous son deck. On regarde les 3 cartes qu'il y a sous le deck. Si on voit condamné, on le défausse. Et on n'a pas à s'en soucier. Tant qu'on n'a pas remélangé, ça défausse. Si on ne le voit pas, ben peut-être qu'on défausse quand même une carte pour se rapprocher de condamné, on va dire par le bas. On prend peut-être rien dans sa main, mais on remet les cartes restantes au-dessus ou au-dessous. Ouais, même pas forcément. Enfin, pardon, je reprends. Si vous utilisez Parchemin des Secrets, vous regardez les 3 quarts du dessous de votre deck. S'il y a condamné, vous ne posez pas la question, vous le défaussez. Et vous ne pouvez plus piocher. Et si vous ne le voyez pas, il y a 3 cartes. Ces cartes-là, vous pouvez en mettre une dans votre main. Encore une fois, il y en a une que vous pouvez défausser. Vous pouvez mettre tout ce que vous ne prenez pas, soit dessous, soit dessus. Si vous le mettez dessus, mettons que vous mettez les 3 cartes dessus, et ben vous savez que vos 3 prochaines pioches, ce n'est pas la carte condamnée. Et ben du coup, parce qu'il y a eu des discussions, j'ai vu sur le forum dans les vidéos de la Arkham JCE TV sur est-ce que c'est si intéressant que ça de regarder sous le deck. Ben moi je pense que dans ce cas-là, très précis, c'est très intéressant. Vous avez une chance de mettre une traîtrise qui est mortelle, vraiment mortelle, sous votre deck à votre défausse, et vous avez la possibilité de monter 3 cartes de dessous votre deck à dessus pour retarder le moment où vous piocherez votre faiblesse. Alors évidemment, dès que vous aurez un effet du genre chercher dans votre deck ou chercher parmi les X premières cartes puis mélanger votre deck, vous perdez le bénéfice du Parchemin des Secrets. Mais quand même, c'est un moyen de défense. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il n'y a pas assez de cartes, il y a une carte neutre, jouable, plus 2 séries de faiblesses, donc je ne vais pas faire de récapitulatif, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.